Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6170 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue en ce vendredi du 23 juillet, notre émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances, alors que jusqu'au 2 août, l'équipe de CEMA TV est en vacances. Alors, on vous présente une édition allégée, alors que ce sont les meilleures entrevues, ou quelques-unes des meilleures entrevues qu'on a réalisées au cours de l'année. Également, on a une entrevue rétro, alors qu'on vous présente une entrevue qu'on a réalisée au cours des 4, 5, 6 dernières années, et aussi nos chroniqueurs qui sont là, comme à l'habitude. Donc aujourd'hui, pour notre entrevue, on vous présente une entrevue réalisée le 19 avril dernier avec Marie-Josée Simard de Transplant Québec. L'entrevue rétro est réservée à Alain Chatry, artiste invité du Carrefour mondial de l'accordéon en 2018. Et vous aurez le plaisir d'entendre également de l'accordéon avec Alain Chatry. Donc, c'est à ne pas manquer. Quelques notes que nous jouera Alain Chatry. Et pour la chronique, c'est la chronique Prévention Assurance en compagnie de Mathieu Labrec. Je vous souhaite donc une excellente émission en ce 23 juillet dans le cadre de Bonjour Côte-du-Sud en vacances. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes du 18 au 24 avril, nous recevons ce matin Mme Marie-Josée Simard, qui est directrice générale par intérim de Transplant Québec. Mme Simard, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Merci. Mme Simard, on va parler de don d'organes. C'est la semaine du don d'organes, la semaine nationale. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est exactement que Transplant Québec? Alors, Transplant Québec, c'est l'organisme qui est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour coordonner tout le processus du don d'organes au Québec, qui doit aussi s'occuper de la formation des différents professionnels de la santé et qui doit faire de la sensibilisation auprès du public. Nous sommes aussi responsables de toute la gestion de la liste d'attente des personnes qui sont en attente d'un organe au Québec. Vous parlez de sensibilisation.
Le don d'organes, c'est quand même très important comme sujet, là. Est-ce que les gens sont sensibilisés au don d'organes? Parce que c'est pas d'hier qu'on parle du don d'organes. Est-ce qu'en 2021, les gens sont sensibilisés à donner de leurs organes? En fait, je vous dirais qu'il y a comme deux volets. Les gens, quand on parle de la cause du don d'organes, puis on a fait un sondage à l'interne où la réponse était que 92% de la population interrogée était en faveur du don d'organes. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'on est prêt individuellement à faire don de nos organes? Ça, c'est une autre chose. On a beau être en faveur de la cause, mais d'exprimer ses volontés dans le cadre et de faire la démarche d'exprimer ses volontés, c'est pas tout le monde qui le fait, malheureusement. Mais expliquez-moi, Mme Simard, comment on peut être en faveur? On est pour ça, mais on ne le fait pas. Oui, bien, ça pose beaucoup de questions, hein, parce que du moment où on commence à parler de don d'organes, on pense au fait qu'on va mourir à un moment donné. Un ne va pas sans l'autre. Hein? Exactement. Alors, c'est là, des fois, le malaise peut se créer à ce niveau-là, où les gens sont à l'aise de dire que c'est une bonne cause sociale, que de donner nos organes, c'est bien, mais de se refléter dans l'action, c'est autre chose. Et c'est là où, des fois, c'est là où on doit faire de la sensibilisation auprès du public et leur expliquer d'abord de quelle façon ils peuvent exprimer leur volonté, quelles sont les étapes aussi qu'ils doivent faire après avoir exprimé leur volonté. Donc, il y a 3 façons au Québec pour exprimer ses volontés. On peut l'exprimer en signant l'endos de sa carte d'assurance maladie. On peut l'exprimer via le registre de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, si vous allez faire le renouvellement de votre permis de conduire ou votre renouvellement de carte d'assurance maladie, on va vous demander si vous voulez faire don de vos organes et compléter le document pour être inscrit au registre. Vous pouvez aussi le faire en ligne. Et il y a aussi le registre des notaires, où quand vous allez chez le notaire, quand vous faites votre testament, par exemple, vous pouvez aussi exprimer vos volontés en matière de don d'organes. Il y a 3 façons différentes de pouvoir exprimer ses volontés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de dire les volontés, vos volontés à vos proches, aux membres de votre famille. Parce qu'au moment où arrivera malheureusement l'événement fatal pour vous, vous ne serez pas capable de venir dire vos volontés à votre famille. Alors, c'est la famille qui devra venir exprimer vos volontés à votre place auprès des professionnels de la santé. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de discuter de ça avec votre famille, la famille souvent se retrouve dans une situation particulière où d'abord elle vit le choc de votre perte, l'annonce qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, et deuxièmement, on leur demande s'ils accepteraient de faire le don d'organes, étant donné l'expression des volontés que vous aurez exprimées. Alors, c'est pas toujours facile dans ce contexte-là à la famille de consentir, parce que même si vous avez exprimé vos volontés, la famille reste, ou les proches restent les personnes qui doivent signer le consentement. Et s'ils ne sont pas à l'aise avec ça, s'ils ne connaissent pas vos volontés, c'est plus difficile pour eux. Madame Simard, c'est le point où je veux vous revenir là-dessus, c'est que à partir du moment où moi je signe ma carte, que j'accepte le don d'organes à mon décès, à partir de ce moment-là, il y a décès, et là, la famille doit aussi donner son consentement. Pourtant, moi, j'ai donné le mien. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que le fait que j'ai signé ma carte ne suffise pas? Actuellement, au Québec, c'est comme ça, et je vous dirais que c'est comme ça dans plusieurs pays à travers le monde. Même des pays qui sont très performants en termes de dons d'organes et de transplantation, même s'ils ont le consentement présumé, qu'on appelle, la famille reste les gens qui doivent signer le consentement. C'est eux qui doivent apposer la signature sur le consentement et on considère leur décision. Ça peut être très difficile pour la famille. Je vous le dis, le don d'organes, c'est toujours une situation qui arrive non prévue. La famille est sous le choc d'apprendre le décès neurologique ou d'une autre façon de son proche.
Alors, ça fait beaucoup de décisions et beaucoup d'émotions qu'ils ont à prendre. Et on le voit même pour des familles qui en ont discuté entre eux. Ça peut arriver que le premier réflexe serait de dire, attendez, on a besoin de réfléchir. Puis, oups, après, ils peuvent changer d'idée. J'écoutais un reportage ce matin d'un témoignage qui a été fait d'une famille qui a vécu le don d'organes de leurs proches. Puis, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de dire, attendez, on a besoin, même s'ils croyaient au don d'organes, même si la personne avait exprimé ses volontés, l'effet de choc de la situation vient beaucoup bousculer toute la réflexion qu'ils ont eue à ce niveau-là. Madame Simard, il n'y a quand même pas beaucoup de temps qui doit s'écouler entre le décès et le don d'organes. Donc, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, tout ça. Et il y a quand même une procédure à respecter, là. Il y a quand même un délai de procédure à faire, mais on peut quand même permettre à la famille de décanter toutes les décisions. C'est pour ça qu'on dit toujours aux professionnels de la santé de faire du découplage dans l'annonce des nouvelles. La première étape, on annonce le pronostic sombre à la famille. On les laisse accepter ce pronostic-là. Et dans un deuxième temps, on fait la demande du don d'organes à la famille si la personne décédée est un candidat au don d'organes, bien sûr. Alors, on demande à la famille s'ils veulent le faire, mais ça se fait en deuxième temps. Et on peut laisser un certain temps à la famille. C'est sûr que ça ne s'échelonne pas sur plusieurs jours ou semaines, mais on a une certaine capacité de pouvoir laisser la famille prendre le temps de décider. Généralement, là, les gens ne prennent pas des semaines là, pour décider. On voit dans les premiers 24 heures là, le temps de réunir toute la famille. Le temps, souvent, ils vont nous demander, est-ce qu'on peut attendre? On a quelqu'un qui arrive d'une autre région qui s'en vient. Est-ce qu'on peut juste attendre que tout le monde soit là et qu'on annonce la situation pour vous transmettre notre décision? Puis généralement, ça se passe très bien là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un délai? Parce qu'à partir du moment où la personne décède, est-ce que vous parlez de 24 heures, mais est-ce qu'il y a un délai maximum, 2-3 jours? Parce que les dons d'organes, les organes, il faut qu'il y ait des signes vitaux. Alors, est-ce qu'il y a des délais précis? Il n'y a pas de délai précis. Non, je ne peux pas vous donner une réponse précise à ce niveau-là. Okay. Par contre, plus on attend, c'est sûr qu'on augmente les risques de complications et de faire en sorte que les organes ne soient plus dans un état acceptable pour faire le don d'organes. Mais on a un certain délai tant qu'il est maintenu dans des conditions optimales et les gens dans les hôpitaux qui travaillent dans les soins intensifs savent quoi faire à ce niveau-là. Nous, on les accompagne, Transplant Québec peuvent les accompagner dans ce maintien du donneur qu'on appelle. Mais il y a moyen d'attendre un certain temps, là. Mais comme je vous dis, on ne peut pas attendre des semaines, là. Ça, c'est sûr et certain. On parle beaucoup de reins, de foie, le cœur. Est-ce que tous les organes sont bons? Les organes solides sont bons. Donc, quand je parle d'organes solides, on parle, vous l'avez dit, des 2 reins, du foie, du cœur, des poumons, du pancréas, et on fait aussi les îlots du pancréas. Et dernièrement, dans les dernières années, il y a une nouvelle catégorie au Québec qui s'est ajoutée dans les greffes possibles, qui sont les tissus composites vascularisés. Quand on a fait la greffe du visage, ça fait partie des tissus composites vascularisés. Est-ce qu'il y a un âge? Alors, non. On a de très jeunes donneurs, puis on a notre plus vieux donneur jusqu'à maintenant avec 92 ans. Ah oui? Oui. OK. Il y a des organes. Le foie est un organe qui vit très longtemps. Alors, on peut prélever un foie chez une personne assez âgée. Dans certaines conditions, les reins aussi peuvent être prélevés. Le cœur, les poumons, il y a plus une limite d'âge à ce niveau-là. Mais le foie, particulièrement, est un organe qui peut avoir une très longue vie. Pour revenir à la façon de procéder, on signe les cartes, ce que vous avez identifié tout à l'heure. Mais là, ce que je comprends, on doit avoir un document. Est-ce que c'est le notaire? Est-ce que ça doit être dans le testament? Comment on fait là, pour homologuer notre accord à donner ou à faire le don d'organes? Alors, quand vous vous inscrivez au niveau des registres, Transplant Québec a l'autorisation légale pour aller vérifier
vos volontés à l'intérieur des registres. Donc, les hôpitaux nous appellent et nous demandent s'il y a une inscription à l'un ou l'autre des registres pour la personne qui voudrait nous référer. Donc, nous, on a un accès direct aux différents registres. Si vous avez juste exprimé via votre carte d'assurance maladie, bien, quand vous allez arriver à l'hôpital, les professionnels de la santé vont regarder à l'endos de la carte d'assurance maladie. Maintenant, il y a la semaine, parce qu'on est en plein dedans, là, jusqu'au 24 avril, c'est la semaine nationale du don d'organes. Qu'est-ce qui se passe exactement si on décide de décréter une semaine nationale pour les dons d'organes? Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine-là particulièrement? Parce que moi, je dirais, il y a 52 semaines nationales du don d'organes, mais qu'est-ce qui se passe particulièrement durant cette semaine? J'aime beaucoup votre analogie. Effectivement, il y a 52 semaines dans le don d'organes. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accentue nos activités de sensibilisation auprès de la population puis auprès des professionnels de la santé dans le cadre de cette semaine-là. Il y a des activités là, qui sont prévues là, de visioconférence. Là. Bon, la pandémie fait en sorte qu'on doit travailler un petit peu plus de façon virtuelle. Il y a des villes, plusieurs municipalités nous ont manifesté avoir décrété cette semaine-là dans leur municipalité. Donc, il y a des activités, il y a des levées de drapeaux qui se font dans certaines municipalités. Il y a beaucoup de municipalités là, qui font des activités à travers le Québec. On en profite aussi pour faire des entrevues comme on le fait actuellement pour sensibiliser le public. Actuellement, on a une campagne de sensibilisation qui a des affiches là, aux abords des autoroutes, dans certains abribus là, dans les villes, mais on a aussi une campagne Facebook sur les médias sociaux. On a notre site Internet, je vous invite à aller voir notre site Internet, qui dites-le.ca. On a le site de Transplant Québec, mais on a un site qui s'appelle dites-le.ca. Et ce site-là vous explique toutes les étapes, là, comment exprimer vos volontés et de prendre le temps de parler avec votre famille. Le don d'organes ne devrait pas être un sujet tabou, ne devrait pas être un sujet qu'on parle du bout des lèvres, mais on devrait avoir une discussion du don d'organes au même titre qu'on parle de plusieurs autres sujets, comme donner du sang ou autres choses en lien avec le domaine de la santé. En terminant, est-ce que tous ces efforts-là, Mme Simard, donnent le fruit, donnent les résultats que vous attendez? Est-ce que ça donne les résultats? On pourrait toujours faire plus dans le domaine du don d'organes actuellement, particulièrement au Québec. On a beaucoup de possibilités. Est-ce que depuis les dernières années, les efforts faits portent fruit? Oui. On voit qu'il y a un niveau d'ascension là, depuis certaines années en termes de don d'organes, mais il restera toujours à faire parce que ça reste un sujet encore, malgré la sensibilisation collective à cet effet-là. Poser l'acte est une autre chose, comme je le disais d'entrée de jeu, et il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. Au niveau législatif aussi, le don d'organes a besoin d'être positionné autrement dans nos lois au Québec, donc on travaille en ce sens-là aussi. Mme Simard, en terminant, rappelez quel document on doit signer. C'est le permis de conduire. Peut-être nous rappeler les documents qu'on doit signer et qui on doit informer là, pour s'assurer que lors de notre décès, que nos organes seront prélevés comme on le désire. Alors, 3 façons d'exprimer ses volontés. Via le registre des notaires quand vous allez faire votre testament, via le registre de la Régie d'assurance maladie que vous pouvez faire soit en ligne ou lors du renouvellement de votre carte d'assurance maladie ou votre renouvellement de permis de conduire, et vous pouvez signer à l'endos de votre carte d'assurance maladie. Pas de votre permis de conduire, mais de votre carte d'assurance maladie. Et après avoir fait ça, ou même sans l'avoir fait, même si vous n'avez pas exprimé vos volontés via l'un de ces trois possibilités-là, le fait d'en parler à vos proches, qu'ils le sachent, ça fait aussi foi quand arrive le moment. Et on peut procéder au don d'organes quand même s'il n'y a pas eu ces 3 actes-là qui ont été faits ou l'un de ces 3 actes-là qui a été fait. Madame Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec, on va vous souhaiter une bonne semaine nationale du don d'organes et on va souhaiter que tous les efforts que vous faites donnent les résultats que vous attendiez. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Alors, madame Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim de Transplant Québec, je vous rappelle, la Semaine nationale du don d'organes, c'est jusqu'au 24 avril. Ça débutait hier, le 18 avril.
L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Un spectacle de cirque étonnant débarque à l'Aréna de Montmagny du 22 au 31 juillet. 7 représentations gratuites pour toute la famille. Billets disponibles chez les Arts de la Seine de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Vous regardez CEMA TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Alors, on est en plein carrefour mondial de l'accordéon et ça se poursuit jusqu'à lundi matin par le célèbre déjeuner de clôture à la salle Jean-Pierre Després. On a avec nous, grâce à Rénal Ouellette, un musicien qui fait partie du groupe de musiciens du carrefour mondial de l'accordéon. Alain Chatry, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Vous venez de la France? Oui. De quelle région plus précisément? Alors moi, j'habite à côté de Poitiers, dans le Poitou, donc centre-ouest, on va dire. Voilà, je suis originaire de Tours, qui n'est pas très loin, qui est à une centaine de kilomètres de là. Qu'est-ce que vous faites à Montmagny? Je suis venu parce qu'il y a de l'accordéon et parce que Rénal m'a invité. Voilà. OK. Est-ce que c'est votre première fois que vous venez à Montmagny? Je compte plus le nombre de fois où je viens. Ça fait peut-être 10, 12, je ne sais pas trop. Ouais. OK. J'étais là dans les premiers carrefours. J'étais là pour le 25e. Ah oui, je viens. Et vous êtes là pour le 30e? Et je suis là pour le 30e. OK. Faites-vous ça? Bon, vous disiez que vous en faisiez moins. On a jasé un peu ensemble avant. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Est-ce que vous jouez toujours ou juste de l'accordéon? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis musicien avant tout, quoi. Donc, accordéon, j'ai beaucoup fait de répertoire du Québec sur le petit accordéon. Voilà, donc j'ai appris avec des gens comme ça, Ben Jacques, Rénal Ouellette, Yves Lambert, enfin, des gens comme ça, Normand Miron, et puis Philippe Bruno, évidemment. Je fais de la musique française, européenne aussi un petit peu d'italien, de suédois, etc. Donc ça, c'est l'accordéon. Je fais de la harmonica, musique à bouche, ça depuis toujours. Qu'on entendra tantôt parce qu'on vous a invité, mais pour de l'accordéon et aussi pour de l'harmonica. Voilà, c'est ça, l'harmonica qui est de la même famille en fait que les accordéons, quoi. Et puis je chante aussi avec un orgue de Barbarie, donc ces espèces de boîtes à musique où on tourne une manivelle et avec des cartons qui tournent et qui font de la musique, le mien est également de la famille des accordéons puisque c'est un instrument en fibre, donc c'est les mêmes petites lamelles à l'intérieur qui font la musique, quoi. Voilà, sinon j'ai travaillé avec un cirque aussi pendant une année, donc en ambulant.
voilà, comme musicien. Et ça, c'est de la route, là. Ça, c'était la route. Vous êtes jamais à la maison. Voilà, exactement, ouais. Alain, vous êtes ici parce qu'on veut vous entendre. Aussi, au niveau, on veut entendre de votre instrument. Vous allez nous interpréter quoi comme pièce? Là, je vais faire une suite de 2 valses qui m'ont été enseignées par un ami qui s'appelle Jackie Bouchard, qui est français, et qui a été mon professeur d'accordéon il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé. Et donc, c'est des valses qu'il m'a enseignées, mais qu'il a composées lui-même, quoi. Est-ce que vous composez? Très peu. Très, très peu. Je n'ai pas pris l'habitude de ça, et puis j'arrive déjà à pas apprendre tout ce qui existe. Donc... On vous écoute. Alain Chatry. Bravo. Expliquez-nous un peu l'instrument. Parce que je voyais Borelli. Borelli, oui. Alors, ça, c'est une... Comment dire? Il y a une compagnie française, enfin, il y a deux associés, en fait, qui ne fabriquent pas, qui conçoivent des accordéons, donc la marque Borelli, et ils sont fabriqués en Italie. Et ils ont donné le nom Borelli, bien que ce soit français, comme compagnie, en hommage à un monsieur Borel qui était accordéoniste et qui avait inventé un petit instrument, je pense, début XXe siècle, qui s'appelait l'accordina. Voilà. Et donc ça, c'est des instruments conçus en France et fabriqués en Italie. Donc c'est de l'accordéon diatonique. Bon, c'était ma prochaine question, voilà. Parce qu'on connaît ça moins que vous. Alors c'est diatonique, ok. Voilà, alors diatonique, en fait, sur les accordéons, la plupart des accordéons français ont 2 rangées de notes. Moi, il y en a 3 parce que c'est des instruments qui n'ont pas toutes les notes de la gamme dedans. Donc on rajoute une 3e rangée pour avoir les demi-tons qui manquent, en fait, l'équivalent des touches noires du piano. Ce qui fait que j'ai un instrument qui est musicalement chromatique, j'ai toutes les notes dessus, mais sur chaque bouton, si j'ouvre mon soufflet, ça fait une note, si je le ferme, ça fait une autre. Donc on est toujours en tiré-poussé, et la main gauche, pareil. Je ferme, ça fait une note, j'ouvre, ça en fait une autre. Voilà. Écoutez, parce que vous disiez que l'harmonica faisait partie de la famille de l'accordéon, vous allez nous faire entendre une pièce à l'harmonica. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Parce que là, je vois que vous avez 2 harmonicas. Alors, j'ai 2 harmonicas. C'est en stéréo, c'est ça? Oui. Comme on est 2, je vous en prête un. Non, ce qui se passe, en fait, c'est que je joue des harmonicas diatoniques, donc qui n'ont pas toutes les notes non plus. Et la pièce que je vais jouer, qui est une pièce québécoise,
nécessite, pour avoir toutes les notes, de jouer sur 2 harmonicas. Il y a une partie qui est sur un harmonica et l'autre sur l'autre. Voilà. Alain Chatry. Donc je suis désolé, je ne me souviens plus du titre de la pièce. En tout cas, c'est québécois. Voilà. Bravo. Merci. Merci bien. Moi, j'apprécie parce que, d'abord, j'aime beaucoup cette musique, vous disiez, traditionnelle du Québec. Oui, oui. Et tout de suite, on s'en aperçoit. Quel amour vous avez pour... Parce que vous aimez beaucoup le traditionnel. Vous disiez qu'en Europe, en France particulièrement, vous jouiez beaucoup de traditionnel. Qu'est-ce qui vous attache ou qu'est-ce qui vous fait aimer le traditionnel? Je ne sais pas trop. En fait, mon histoire avec l'accordéon, par exemple, est assez... je dirais, étonnante et en même temps banale pour les gens de mon âge, c'est que mes parents n'écoutaient que de l'accordéon, n'écoutaient que du musette, et quand j'étais jeune, adolescent, je détestais ça. Voilà, comme beaucoup de gens de mon âge. Comme les adolescents. Forcément, mes parents aimaient, donc moi, forcément, j'aimais pas ça. Et puis, par contre, j'ai commencé à l'harmonica, j'avais 2 ou 3 ans. J'ai toujours fait de la musique à bouche, après, j'ai fait du piano. Et puis, quand j'avais 16, 17, 18 ans, par là, je me suis intéressé aux musiques traditionnelles parce qu'il y en avait dans ma ville, parce qu'il y avait des gens qui se réunissaient que j'aimais bien, quoi. Et donc, j'ai commencé à en faire à l'harmonica. Et puis, un beau jour, on m'a prêté un accordéon diatonique, comme ça, enfin plus petit, et je me suis rendu compte que c'était le même instrument, en fait. On monte la gamme de la même manière, etc. Bon, l'accordéon est plus élaboré parce que la main gauche permet de faire des accompagnements et de jouer la mélodie à droite. Mais la main droite, en fait, c'est jamais que 3 harmonicas collés. Donc, j'ai pas été dépaysé avec cet instrument-là. Et du coup, ça m'a fait finalement aimer l'accordéon. Et maintenant, j'écoute un peu de tout en accordéon, que ce soit du classique, du jazz, des musiques traditionnelles, du diatonique, du chromatique. Enfin, voilà. Alain, on peut vous voir ce vendredi ou en fin de semaine, à quel endroit? Alors, en fin de semaine, j'ai pas mon horaire précis en tête, mais ça va être soit sur la scène extérieure du musée, soit en ville, sur des scènes en ville. Le Place Montel, voilà, et puis dans des restaurants. Je sais que je vais jouer au La Fontaine, McDonald's, et puis chez mon compatriote breton, à l'Épidore. OK, ouais. Voilà. Vous allez vous sentir un peu chez vous. Exactement. Monsieur Chatry, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Puis on va aller vous voir en fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Alain Chatry, qui fait partie du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, c'est à voir. C'est toute la fin de semaine jusqu'à lundi matin. Puis il y a le déjeuner de clôture aussi, dont vous devriez participer parce que c'est vraiment beau et intéressant à voir. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Pointe Auto s'assure depuis plus de 65 ans de vous offrir ce qu'il y a de mieux et ce au meilleur prix. Passez faire l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler Unlimited 4XE hybride 2021. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep à Montmagny ou lapointeauto.com. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Un spectacle de cirque étonnant débarque à l'Aréna de Montmagny du 22 au 31 juillet. 7 représentations gratuites pour toute la famille. Billets disponibles chez les Arts de la Scène de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention. On est en compagnie du directeur, justement, de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, aujourd'hui, et je le dis en toute humilité, j'ai appris de quoi, puis on va apprendre de quoi, parce que probablement que moi, je n'étais pas au courant, et probablement que vous allez l'apprendre aujourd'hui. Il y a des matières inflammables dans nos terreaux. Dans nos terreaux. J'ai resté vraiment surpris de ça. Ouais. Explique-nous, Mathieu, exactement ce qu'il y en a. Rapidement, c'est ça. On va parler de tout ce qui est paillis, terreaux, mousse de tourbe. Bien souvent, on va se dire, bon, de la terre, ça brûle pas. Hein, c'est assez commun. Par contre, dans ces terreaux commerciaux-là, il y a certaines matières qui sont inflammables. Bien souvent, soit par négligence ou peut-être parce qu'on ne le sait pas, justement, ou en raison des matériaux, justement, qu'il va y avoir dedans, ça peut occasionner des incendies à l'occasion. Donc, ces terreaux dans le potage-là, ils peuvent contenir de la mousse de tourbe, des copeaux de bois, du polystyrène, de la vermiculite. Puis ces matériaux-là vont être inflammables. Justement, c'est... Copeaux de bois, je peux comprendre. Oui. Ouais. Quand tu as parlé de paillis, là, je peux comprendre. Ouais. Mais le reste... C'est des matériaux qui vont être faits, c'est drôle un peu, pour justement conserver l'humidité dans nos terreaux. Ces mêmes matériaux-là peuvent justement, une fois qu'ils sont secs, si le terreau s'assèche énormément, justement devenir plus inflammable, donc avec une petite source de chaleur, pour être problématique. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser dans un premier temps les fumeurs qui vont se servir des fois d'un pot de fleurs justement pour mettre leur bout de cigarette, puis à ce moment-là, causer un incendie. J'en ai un exemple ici que j'ai trouvé. On prêche par l'exemple. Ben oui. Bon, on peut se procurer ça en magasin, c'est assez commun. Si je lis mes ingrédients, tourbe de sphaigne, terre noire, sable, perlite, chaux, engrais. Donc, il y a certains engrais aussi qui peuvent être problématiques. Si on parle des nitrates, il y a eu quelques exemples, justement, là, de gros incendies, justement, causés par ces produits-là. Si on descend dans les petits caractères un peu plus bas, on va aussi voir garder le produit loin des sources de chaleur, étincelles et flammes nues. Donc, il y a quand même un avertissement sur les sacs de terre, comme quoi de les garder à distance, justement, de ces éléments-là. Actualité, ça c'est un cas qui s'est déroulé l'automne dernier. On en a eu aussi dans la région justement ce printemps. C'est pas nécessairement lui que je veux prendre comme exemple. Donc dans le Bas-Saint-Laurent, en octobre dernier, vers 4 heures du matin, les pompiers sont appelés pour un brasier qui fait rage sur un balcon à l'arrière d'une résidence. La chaleur justement s'est propagée jusqu'à l'intérieur là, parce que les fenêtres ont été cassées.
La cause, une cigarette écrasée dans un pot de fleurs sur le balcon, justement, qui s'est propagé. Notre directeur incendie de l'endroit, justement, nous dit que c'est un geste qui est à proscrire, que c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Puis, il nous rappelle qu'au Bas-Saint-Laurent, de la tourbe, ça brûle. Avec cet incendie majeur que effectivement, Tourbière-Lambert. Tourbière-Lambert. On se rappelle que la municipalité de Rivière-Ouelle, l'an dernier, avait déclaré l'état d'urgence local en raison de cet incendie-là. La SOPFEA avait envoyé 200 pompiers. Il y avait beaucoup de pompiers municipaux, même de différentes municipalités qui s'étaient impliqués, les agriculteurs. Ça a été vraiment, puis c'est de la tourbe. C'est vraiment un feu de tourbière, un feu de tourbe qui s'est propagé. Ces feux-là sont très difficiles à arrêter. C'est des feux couvents qui vont justement propager beaucoup de fumée puis du monoxyde de carbone. Donc, encore là, un autre exemple là, assez frappant, justement, comme quoi certaines matières peuvent être inflammables, puis s'inflammer facilement, puis créer vraiment des dommages très importants. Les deux principales causes de ces incendies-là, dans un premier temps, l'utilisation comme cendrier, puis on a aussi la combustion spontanée. Combustion spontanée, à la fin de la chronique, s'il nous reste assez de temps, on va vraiment en parler davantage. Sinon, dans une prochaine chronique, ça pourrait être un sujet qui est intéressant. Combustion spontanée, ça va être vraiment un matériau qui va se dégrader. Puis, sous l'effet de la chaleur, il pourrait atteindre son point d'auto-inflammation. Ça, on en voit beaucoup dans les feux de ferme, le foin, justement, qui va être humide, qui va être entreposé, qui va dégager de la chaleur. Puis cette chaleur-là n'est pas capable, justement, de sortir puis de se dissiper, puis va causer un incendie. Ça pourrait être la même problématique avec différents terreaux selon les conditions aussi. Les précautions à prendre maintenant pour réduire ces risques-là au niveau du jardinage, c'est de surveiller un peu nos zones, en fait, compte où est-ce qu'on est étendu du pays, où est-ce qu'on a utilisé notre terreau, puis s'assurer qu'il soit arrosé régulièrement. Au besoin, utiliser un dispositif d'arrosage automatique, mais toujours en respectant aussi la réglementation municipale sur l'arrosage. On sait que dans les périodes plus sèches l'été, faut faire attention de ce côté-là. Mais je t'arrête. Ouais. Est-ce que tu veux dire que le pays qui est sur le terrain pourrait brûler? Pourrait également, s'il devient très sec. On a vu, peut-être dans les dernières années, dans une institution à Montmagny, une école, le pays qui s'est inflammé. Est-ce que c'était des enfants qui jouaient avec des briquets, des allumettes? Je me rappelle, c'est une journée très chaude, très venteuse. Le pays était très sec. Il y a eu un début d'incendie. Il n'y a pas eu d'inflammation ou de propagation des bâtiments, mais des feux de pays, ça arrive aussi. Ça veut dire qu'une étincelle, mais ça ne peut pas prendre... Comme ça, non, c'est ça. C'est vraiment des fois... Mais ça prend... Comme une étincelle, quelqu'un qui travaille ou encore le barbecue. On fait du barbecue, on fait notre feu extérieur dans notre foyer. Même si notre foyer extérieur va être conforme, il pourra avoir une étincelle qui justement va faire propager. On peut faire des travaux, soit de meulage l'été ou différents travaux qui vont produire des étincelles. Ça pourrait être un risque là, aussi de ce côté-là. C'est une chose que... J'ai jamais pensé. C'est tellement... vrai, ce que tu dis, on y pense pas. Non, puis l'occurrence, peut-être qu'elle n'est pas nécessairement là autant que d'autres types d'incendies, mais on en voit quand même assez régulièrement. Il est pompier volontaire, alors il sait de quoi il parle. Privilégier des pots en argile aussi, des pots qui ne seront pas combustibles, donc à ce moment-là, plutôt qu'un pot de plastique. On va éloigner le reste du terreau puis de nos potées. Par exemple, souvent, ce qui va arriver, c'est que, bien sûr, nos pots de fleurs, nos arrangements floraux vont être près des maisons. Normalement, on essaye justement de s'assurer qu'ils restent humides puis d'éloigner ce qu'on n'a pas besoin plus loin de nos matières combustibles. Surveiller aussi nos sources de chaleur, comme on le disait, le barbecue, nos travaux qu'on peut faire à l'extérieur, ces choses-là. J'ai rajouté une petite parenthèse parce que des fois, ça peut paraître, éloigner le terreau, surveiller justement vos aménagements. Ça peut être les locataires, justement, ça va être des blocs à logement. Propriétaires, ça serait intéressant qu'ils surveillent, les alentours, s'il y a des aménagements floraux, puis qu'ils regardent dans ces pots de fleurs. Est-ce que les locataires ont pour habitude de mettre, par exemple, leurs cigarettes dedans? Juste en observant comme ça, on pourrait se dire, coudonc, soit qu'on va sensibiliser nos locataires, ou aménager, par exemple, un cendrier extérieur en métal plus loin, par exemple, de la porte d'entrée.
Puis même au niveau des utilisateurs qui pourraient se rendre chez des commerçants, encore là, les commerçants ont des belles façades, pourraient justement les utilisateurs, avant d'entrer dans le magasin, mettre leurs cigarettes justement dans un pot de fleurs puis créer un début d'incendie à ce moment-là. Fait que même le commerçant peut, en observant, s'il se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de cigarettes dans ses pots de fleurs, peut-être trouver une solution, tenter de trouver une solution pour réduire ce risque-là. Au niveau des mégots de cigarettes, on vient d'en parler amplement. Jamais jeter ces mégots de cigarettes justement dans ces plates-bandes-là ou dans ces pots de fleurs-là. Un mégot de cigarette, ça peut se consommer jusqu'à 3 heures. Bon, bien souvent, notre mégot de cigarette, on peut le mettre justement dans la terre, mais il pourrait avoir une production de chaleur pendant 3 heures. 3 heures? Ah, ouais. Oui. Ça va jusqu'à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas nécessairement penser. Encore là, ça dépend de différents facteurs, différentes conditions, mais ça peut se rendre jusqu'à 3 heures. Il faut le dire. Oui. C'est aussi important, mais j'aurais pensé, moi, qu'en le mettant dans la terre, que ça s'éteignait. Mais c'était tellement fine, celle-là, je ne veux pas l'ouvrir parce que là, je vais en mettre partout. Mais c'est vraiment, ces terreaux-là sont très fins, très légers. Puis à ce moment-là, ça pourrait justement s'enflammer. Mm-hmm. Au niveau, d'éteigner toujours nos mégots dans des cendriers qui sont adaptés pour ça. Donc, on va parler d'un contenant qui est non combustible. Des fois, ce qu'on va voir souvent sur le terrain, ça va être une canne de métal remplie d'eau, remplie de sable. Encore là, incombustible aussi également. Utiliser un cendrier qui va être profond, à base large, puis qui va être stable aussi. Donc, notre cendrier aussi se doit d'être sécuritaire. Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle, sans s'assurer justement que nos... c'est comme la cendre de poêle. C'est ça. C'est la même chose encore là. Des fois, on peut penser justement que c'est éteint, mais comme on l'a vu, notre mégot peut rester justement dangereux pendant quelques heures. Petit rappel de ranger simplement les briquets, les allumettes justement hors de la portée des enfants. Je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose qu'on ne parle pas nécessairement souvent aussi, les appareils de vapotage, les cigarettes électroniques. On sort peut-être un petit peu de notre chronique, de notre jardinage. Par contre, il y a aussi certains risques d'utilisation aussi par rapport à ces cigarettes électroniques-là. Encore là, pour l'utilisation, on s'assure de suivre les recommandations du fabricant. Ne jamais laisser votre cigarette électronique justement sans surveillance lorsqu'on la recharge. Dans une prochaine chronique de prévention, on va parler aussi de ces différents types de chargeurs-là, pas juste pour les cigarettes électroniques, mais différents types. C'est ça, mais ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux. Il peut y avoir des problématiques justement avec ces dispositifs de chargeurs-là, souvent avec les piles au lithium. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va se concentrer là, dans une autre chronique. J'aimerais ça, parce qu'on connaît peu ou pas le produit. Oui, puis il y a des risques, il y a des vidéos aussi intéressantes dans des centres de recyclage de batteries, il y a des conseils de sécurité encore là à connaître. Mais est-ce que ça s'ouvre? J'ai jamais vu de cigarette électronique. Est-ce qu'il y a un dispositif pour fermer ou ouvrir la cigarette? Ou... Honnêtement, je suis moins familier avec les cigarettes électroniques, moi aussi. Il y a des risques. Pour en avoir entendu parler, justement, au niveau du chargeur, c'est vraiment au niveau des piles au lithium. S'il y a une surcharge de la batterie rapidement, il pourrait avoir un début d'incendie. Faire une étincelle? Ça va faire vraiment produire beaucoup d'étincelles. C'est surprenant comment un petit appareil ou une petite pile peut justement produire des étincelles. Okay. Donc encore là, ça va être... on va justement en parler un petit peu plus. Utiliser uniquement des accessoires, encore là, des chargeurs qui sont fournis par le fabricant. Puis des choses qu'on a pu voir aussi, des gens qui transportaient leurs cigarettes électroniques dans leur poche sans, si on veut, sans étui protecteur. Si notre pile au lithium entrait en contact, par exemple, avec des pièces de monnaie ou des pièces de métal, pouvait créer des étincelles. Puis à ce moment-là, ce qui était dans nos poches, ça sortait assez rapidement. Parce que justement, ça produit des étincelles de la chaleur. Donc des choses peut-être qu'on entend moins parler, mais qui sont quand même intéressantes là, aussi très de ce côté-là. Au niveau maintenant de notre phénomène de combustion spontanée que j'ai pu parler au début de la chronique, ça va être un phénomène, ça va être vraiment le feu qui va prendre naissance sans flamme, sans étincelle ou sans application de chaleur. C'est une réaction, en fin de compte, exothermique, bref, qui va produire de la chaleur à ce moment-là. Puis cette réaction-là va produire justement assez de chaleur pour enflammer le matériau sans qu'il y ait justement soit d'étincelles ou de sources de chaleur. Encore là, c'est différents matériaux qui vont être impliqués dans cette combustion spontanée-là. Parmi celles-ci, on a les huiles, les solvants, le foin, la paille. On a donné un petit peu l'exemple tantôt avec les fermes. La mousse de tourbe, les copeaux de bois, les sciures, le compost, tous ces éléments-là.
Le fait d'utiliser, par exemple, des linges à la limite pour appliquer certaines teintures, ça ne change pas les caractéristiques de nos produits, par exemple, de nos huiles. Donc, à ce moment-là, un chiffon qui serait imbibé de ce liquide-là, il demeure combustible. C'est pas parce qu'on pense l'avoir utilisé sur une surface que notre chiffon ne sera plus combustible. Souvent, ce qui va arriver, ça va être vraiment la mauvaise manipulation de ces chiffons-là. Qu'est-ce qu'on fait après leur utilisation? Justement pour pas qu'il y ait de combustion spontanée puis de début d'incendie. Encore là, tout dépendant du matériau, il y a différentes températures aussi d'inflammation, si on veut. On n'entrera pas nécessairement dans ces particularités-là. Si la chaleur, bien souvent la problématique, c'est que notre chaleur ne pourra pas être libérée. Si on prend l'exemple de notre amas de foin de paille tout à l'heure, bon, c'est un amas. Donc, si notre point chaud est plus profond, la chaleur, elle ne pourra pas se dissiper à l'extérieur à ce moment-là. Fait que plus ça va aller, plus il va en avoir. Puis maintenant, on va avoir une inflammation qui va se produire. Un petit peu la même chose avec notre chiffon qui va être imbibé, par exemple, d'huile ou de teinture. Bref, quand ça peut se produire, on en a parlé, manipulation qui va être appropriée, élimination qui va être inappropriée aussi, les environnements chauds. Je vais poursuivre avec juste un petit cas d'actualité qui va nous résumer un petit peu justement les gestes à poser. Une dame, dans le coin de Mont-Tremblant, voulait seulement de faire de simples travaux chez eux, en utilisant de la teinture avec des chiffons humides. Ça a des chiffons imbibés. Ça a déclenché un incendie justement chez elle. Ça, c'est quelque chose qui se produit avec le confinement beaucoup plus fréquemment, selon le chef pompier de l'endroit. Là. Justement, les gens vont faire plus de travaux, puis ça risque d'être plus risqué. Le mieux, pour l'utilisation, la sécuritaire, les mettre dans l'eau, loin d'une résidence, dans un contenant qui va être en métal, par exemple. Très intéressant, Mathieu, comme chronique. Là. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que des produits comme ça pouvaient être dangereux. Alors, bonne chronique. Alors, ça complète déjà notre chronique, mais si on veut avoir plus d'informations, vous communiquez avec les gens de la prévention chez Promutuelle Assurance au 248-7940. Mathieu Labrec, directeur prévention chez Promutuelle, merci beaucoup. Merci, on Michel. se retrouve dans 2 semaines. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. On s'arrête. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. En 2021, la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, vous invite à garder le sourire malgré tout, en vous offrant le service de blanchiment des dents. Informez-vous à la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Vous regardez C'est ma TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Alors, je suis en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, M. André Lamontagne. M. Lamontagne, bonjour. Bonjour. M. Lamontagne, vous êtes venu faire une belle annonce et moi, ce que j'ai retenu de votre annonce, oui, le montant, là, 500 000, mais ce que j'ai retenu principalement, c'est l'achat local. Vous avez beaucoup insisté sur l'achat local, la priorité de l'achat local. Bien, l'achat local, écoutez, surtout dans le secteur bioalimentaire, c'est quand on sort des grands centres urbains, ce qui est le nerf, ce qui est le vecteur de vitalité de nos territoires, c'est tous les produits bioalimentaires. Alors, plus les gens du Québec vont acheter les produits bioalimentaires qui viennent du Québec, bien, c'est tous nos territoires qui s'en trouvent là, bonifiés puis gagnants, puis nos entrepreneurs, nos entreprises agricoles. Est-ce que les gens sont sensibles à ça? Ils sont très sensibles, puis chaque fois qu'on met en place des opportunités pour eux de se rapprocher encore davantage de ceux qui produisent, bien, ils saisissent ça ils saisissent la main tendue. Alors, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, l'initiative de l'Association des détaillants du Québec, c'est vraiment une initiative là, pour inviter les consommateurs à mettre des produits d'Aliments du Québec là, dans leur panier. Alors, chaque fois qu'on leur donne une opportunité là, de répondre à l'appel, ils répondent en grand nombre. Vous avez parlé tout à l'heure d'acheter un produit, bon, on peut le nommer, le Maple Leaf versus la fleur. C'est beaucoup de retombées. On n'est pas conscient des retombées que ça peut avoir. Non, ben, le fait de choisir les produits du Québec. Bien, j'ai lancé le défi 12 $ l'automne passé. C'est pour inviter les gens là, à substituer 12 $ par semaine d'achat d'aliments importés pour des aliments du Québec. Si chaque ménage au Québec fait ça chaque semaine, à la fin de l'année, c'est 1 milliard de dollars pour les producteurs, les productrices, les transformateurs et nos pêcheurs. C'est 2,3 milliards dans nos économies. Alors, chaque fois qu'on pose le geste et qu'on répète le geste, là, c'est de la prospérité partout sur le territoire. Est-ce que vous avez l'intention d'axer encore plus dans l'avenir sur l'importance de l'achat local, d'encourager nos produits? Parce qu'ici, chez IGA, on est très fort sur l'achat local. Est-ce que c'est une de vos priorités au cours des prochains mois? Oui, bien tout à fait. En novembre, on a lancé vraiment une stratégie qui vise à augmenter, si on veut, l'autonomie alimentaire pour le Québec. Puis une partie importante, là, ça a été sur plusieurs années, on a comme triplé les budgets qui sont alloués à Aliments du Québec pour faire la promotion des Aliments du Québec, faire être capable d'identifier en magasin, parce que le défi, on peut en faire la promotion, mais il faut que les gens, quand ils entrent dans les supermarchés, les détaillants, il faut qu'ils trouvent les produits. Alors, on investit pour que les gens aient davantage de facilité à trouver le produit. Idéalement, on voudrait que les produits tombent dans leur panier. Là. Alors, c'est ça qu'on cherche à faire. Merci beaucoup. On va souhaiter que les gens comprennent bien le message que vous avez lancé aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Vous regardez C'est ma TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez C'est ma TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel, 88 248 55 95.